Gili. Dis-moi comment tu es réglé, petit carbu. Ah, vous êtes là. Non, c'est pas ce que vous croyez. Alors messieurs, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne les foules, les carburateurs Weber. Voilà. Donc, je n'étais pas en train de parler à ce carburateur pour qu'il me dise comment il est réglé, parce que messieurs, les carbus, ça se règle pas à l'oreille, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on va voir ça aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer. En gros, hein, parce que j'ai abandonné les carburateurs il y a de longues années, donc je vais vous expliquer comment fonctionne un carburateur Weber. On va voir tous les circuits qu'il comporte, on va voir le fonctionnement global, et à la fin de la vidéo, on le comparera. Donc on comparera le fonctionnement d'un carburateur Weber à une gestion programmable Megasquirt. Donc restez avec moi, ça promet d'être une vidéo très intéressante. Pour ceux qui se demandent comment on règle un carbu, hein, les réglages, ça se trouve pas sur un forum, je sais pas où, hein. Ça n'existe pas, hein. C'est-à-dire on peut approximer quelques réglages, hein, mais les réglages ça se fait pas en regardant sur un forum des réglages prédéterminés pour je ne sais pas quel véhicule, ça n'existe pas, hein. Et une gestion, hein, les fichiers injectables et ça y est, ça marche, c'est miracle, ça n'existe pas non plus, hein. Donc suivez bien, aujourd'hui on va parler du fueling, donc la façon dont on injecte le carburant dans un moteur. On va parler des carburateurs Weber, et à la fin on fera une comparaison entre le carburateur Weber et la Megasquirt. Je vais prendre la caméra à main, je vais vous montrer ça là derrière sur l'établi, on va le démonter, on va tout regarder à l'intérieur, et une fois qu'on aura fait ça, vous comprendrez, je pense, autant que moi, le fonctionnement d'un carburateur Weber. J'ai appris ça à l'école, hein, tout simplement, hein. Les carburateurs, c'est première année CAP mécanique auto, donc les mecs qui n'ont pas suivi à l'école, là c'est le moment de suivre, hein. Allez, c'est parti. Alors voilà messieurs, nous voilà avec la caméra à main, comme d'habitude, hein. Comme ça je peux vous filmer ça un petit peu de plus près, hein, pour pouvoir regarder partout dans tous les trous là. Alors avant de commencer, petite remarque, la première petite remarque, hein. Alors voilà comment j'ai reçu la bestiole. Alors, vous voyez dans quel état c'est tout ça, hein. C'est pas bien propre, hein. Voilà, alors celui-ci, je lui ai fait un petit nettoyage rapide, hein, avec pinceau et à la bombe de nettoyant carburateur, hein, tout simplement. Voilà, je lui ai fait un petit nettoyage rapide, vite fait, histoire qu'il soit pas trop dégueulasse. Donc les gars, alors, ça, hein, voilà. Alors messieurs, ça, j'ai payé 200 balles sur le bon coin, hein. Alors ça, messieurs, ça vaut tout juste 200 balles, hein. Ça vaut pas beaucoup plus, hein. Surtout que ça, c'est pas des DOCE, c'est pas des 45, c'est des DCOM, ouais, des COM, c'est pas des DCOE, c'est des DCOM, voilà. Donc ils ont pas la pompe de reprise à piston, ils ont la pompe de reprise à membrane, style Delorto. Mais bon, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça suffira, ce sera très bien. Donc messieurs, quand vous vendez des trucs comme ça sur le bon coin, hein, faites des petits prix, parce que franchement, il y a des heures de boulot pour tout retaper. Il faut refaire tout, là, les joints, refaire la pompe d'accélération, nettoyer entièrement les carburateurs, les démonter de A à Z. Il y a pour des heures de boulot. Au prix que ça coûte une paire de carbure Weber neuf, genre Made in China qui font le taf, ou des origines Weber. Bon, des origines, ça vaut quand même une petite blinde, hein, et il vaut mieux prendre des copies, c'est-à-dire, plutôt que d'acheter ça, cher, achetez des copies. Ou achetez des origines si vous avez les moyens. Mais franchement, ça vaut pas le coup à refaire. Vous vendez ça pas cher, les mecs. Voilà, alors ça c'est le premier commentaire. Donc je vais virer cette merdouille là. Donc premier commentaire. Des carburateurs Weber, pour qu'ils soient bien installés, on met ici des entretoits souples. Ça c'est du caoutchouc là. C'est du caoutchouc. Alors les entretoits souples, ça sert à quoi? Vous voyez là, il y a les deux entretoits souples, et après les entretoits souples, il y a la pipe d'admission. Voilà. Donc ces deux entretoits souples, à quoi elles servent? Eh bien messieurs, ça peut vous paraître bizarre, hein, mais là, à l'intérieur
dans la cuve, il y a du carburant. Si le carburateur il vibre comme un fou sur le moteur, hein, s'il se met à vibrer comme un malade là comme ça sur le moteur, et ben ça émulsionne le carburant à l'intérieur de la cuve et le carburateur fonctionne pas correctement. Donc ça déjà un premier point. Voilà, il faut mettre de préférence des bagues, des montages souples hein, pour que ça absorbe une partie des vibrations et que le carburant ne s'émulsifie pas. Alors comme il n'y a pas d'émulsion dans le carburateur, eh bien, il fonctionnera de manière optimale. Ensuite, deuxième chose, quand vous installez un carburateur sur un moteur, alors les VBR sont prévus pour fonctionner horizontalement, messieurs, hein, avec 5 degrés d'inclinaison vers l'avant, donc un 5 degrés comparé à l'horizontale. Si vous les mettez à 5 degrés, ce sera le fonctionnement optimal pour des carburateurs Weber. Alors selon votre voiture, eh bien, il faudra une pipe spéciale pour les mettre à 5 degrés d'inclinaison horizontale ou 5 degrés d'inclinaison pour qu'ils soient nickel. Donc ok les gars, et ça c'est pas des conneries, c'est très important, il faut les monter correctement. Si vous les montez pas correctement, le niveau de cuve, donc le niveau de carburant dans la cuve sera mauvais, et quand le niveau de carburant est mauvais, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, vous verrez qu'est-ce qui se passe quand le niveau de carburant est mauvais, mais ça dézingue tous les réglages du carburateur, ok. Donc première chose, des bagues souples pour amortir les vibrations, une pipe pour que le carbu soit placé à l'horizontale correctement. Si vous n'arrivez pas à mettre des horizontales, et ben vous mettez des carburateurs Weber verticaux. Et terminé. Ils sont prévus pour fonctionner à la verticale, comme sur les Cox par exemple, et ça fait le boulot. Je vais virer cette merde, enfin je vais virer cette vieillerie, et on va commencer à démonter l'autre carbu. On va regarder déjà qu'est-ce qui se passe là. Donc ça c'est un T de raccordement. Ce T de raccordement, c'est quand on met plusieurs carbus les uns à côté des autres. Il y a des banjos de finition hein, qui n'ont pas de T pour quand vous avez la finition. Ou alors vous prenez un bout de tuyau et vous mettez un plug hein, tout simplement. Donc vous mettez un bouchon. Hein. Voilà. Bon, première chose. Alors si vous êtes intéressé au Weber, messieurs là, il y a un filtre, un petit filtre hein, qui filtre les grosses impuretés à l'entrée de la cuve du carburateur dans le banjo là, hein, tout simplement. Donc ça, à vérifier de temps en temps, à nettoyer si nécessaire, et ainsi de suite. De toute façon, les carburateurs, hein, c'est ça. Hein. Si vous voulez qu'ils fonctionnent à peu près correctement, c'est une grosse misère, il faut les nettoyer continuellement, il faut les refaire continuellement, il faut les démonter, les nettoyer. C'est une grosse galère. Entrée du carburant. Alors messieurs, le carburant c'est 0,5 bar je crois hein, pour les carburateurs, hein, il faut des pompes spéciales basse pression pour carburateur, donc il n'y a pas de retour, hein. Le retour il n'y en a pas hein, normalement, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'extérieur du carburateur? Alors premièrement, à l'arrière j'ai pas de cornet dessus, hein, ils m'ont été livrés comme ça. Là, très important, il faut laisser ça ouvert les gars, hein, parce que ça c'est l'entrée d'air de la cuve. Par là rentre de l'air, va dans la cuve en haut et est utilisé par les divers circuits du carburateur pour mélanger l'air et l'essence et pour pouvoir l'injecter dans le canal qui va à votre culasse, donc qui va dans votre moteur. Donc surtout ne pas boucher ce port là. Hein. Si vous le bouchez, le carbu fonctionne pas. Hein. Il fonctionne mais il fonctionne très mal. Hein. Donc ne pas le boucher, toujours laisser à l'air filtré de préférence, hein, parce que c'est de l'air qui rentre là. C'est de l'air qui rentre là et qui est très important, on va le voir dans les schémas un peu plus tard que je vais vous montrer. Alors, sur la partie du dessus, alors première chose, ce petit capuchon là. Bon, ça, c'est assez intéressant. Hein. Chez Weber, ils ont fait un truc sympa pour vous éviter de démonter tout le carburateur toutes les 5 minutes pour régler les principales vis. Donc vous avez les principaux gicleurs qui sont accessibles sous le petit cache là que je viens de vous enlever, donc ça évite de démonter tout le carburateur pour remplacer les différents gicleurs. On peut les faire directement sur la voiture. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ici? Je vais vous montrer ce qu'il y a là en dessous. Là c'est 2 vis là. Alors messieurs, ça ce sont les gicleurs de la pompe de reprise. Hein. Si on regarde à l'intérieur là, on les voit qui dépassent. Je sais pas si on le verra. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez les petits trucs là en haut, ici là,
les petits trucs qui dépassent, ce sont les gicleurs de la pompe de reprise. Hein. Donc ces gicleurs se changent, hein, ils sont calibrables, hein, on peut en avoir de différentes sortes. Hein. Donc vous les prenez, vous les sortez, ceux-là, ah si on arrive à les sortir, ils sont pas encore totalement grippés, voilà. Donc les gicleurs de la pompe de reprise, hein, tout simplement. Vous voyez, un petit trou là, et de préférence vous faites, mes plats ici, c'est parce que le trou doit être orienté vers l'arrière, hein, vers l'admission, hein, parce que ça gicle des jets d'essence dans l'intérieur, donc des conduits d'admission. Alors je vais remonter ça vite fait, je vais les remettre. Ensuite, alors messieurs, ce petit tuyau en cuivre laiton, je ne sais pas, hein, cuivre laiton, voilà, et ce deuxième qui a une vis là de fermeture, on va l'enlever d'ailleurs, hop. Vous voyez, c'est une petite vis, hein, c'est pour condamner l'orifice, hein, tout simplement. Hein. Pour condamner l'orifice, parce que ces petits tuyaux, ce sont des petits tuyaux qui permettent d'avoir la dépression dans chaque corps. Donc on utilise un dépressiomètre comme ça, un dépressiomètre, et on le colle là derrière. On le colle dans les cornets, hein, dans le filtre à air, on le colle dans les cornets. On mesure la dépression de chaque, corps. Hop, 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 de tous les carburateurs. On prend celui qui a... et on les équilibre. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on équilibre des carburateurs, messieurs, avec un dépressiomètre comme ça? Eh ben c'est pour que le moteur tourne rond, hein, tout simplement. Hein. Et ça se fait avec quoi? Si y a un déséquilibre entre les corps trop important, hein, si c'est quasiment pareil, c'est bon, on s'en fout. Mais s'il y a un déséquilibre trop important, ou si le ralenti est trop bas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous pouvez percer des tout petits trous là dans les volets, dans les papillons. Je vais vous mettre une image ici de papillon de carburateur avec orifice de ralenti réglable. Donc vous voyez là, il y a un petit truc dessus où on peut changer le diamètre de l'orifice de passage d'air, et donc en fait ça augmente ou ça diminue l'air qui va dans le ralenti. Hein. Après, pour la richesse du ralenti, naturellement, ce sont les vis qui sont ici. Hein. Je vous expliquerai après à quoi elles servent. Ça sert à régler le mélangeur carburant qui est injecté plus ou moins ici dans les conduits. Vous pouvez aussi vous servir de ça pour régler le ralenti, pour faire la balance, parce que plus on ouvre et plus il y a d'air carburant qui rentre, plus on ferme et moins il y a d'air carburant qui rentre. C'est un petit peu compliqué à régler le ralenti, messieurs. Hein. Pour l'instant, prenez pas tout ça comme argent comptant, je vais vous montrer des schémas et vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc on a vu la balance des corps, et maintenant quand vous avez plusieurs jeux de carburateurs, eh bien il faut mesurer dans chacun des orifices et regarder si les corps de carburateur sont bien balancés les uns comparés aux autres. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que quand on veut un moteur qui tourne rond au ralenti, quand on a un bon rond, un moteur qui tourne bien, par exemple si vous avez, je ne sais pas moi, une Rolls ou une Jaguar avec des carburateurs Weber, et que vous voulez qu'elle ait un super ralenti bien rond, eh bien vous êtes obligé de régler indépendamment chacun des corps et chacun des carburateurs pour qu'ils soient balancés nickel. Et alors ça vous donne un superbe ralenti. Mais c'est long et c'est chiant, et ça n'influe que sur le ralenti en lui-même. Hein. Enfin là, les vis là, ça influe aussi sur la richesse, hein. Donc sur la pollution. Donc quand vous avez un contrôle pollution à faire, si vous avez des richesses de ralenti bien réglées tip top, et bien vous aurez une meilleure pollution, hein, tout simplement. Voilà. Donc on va continuer la physionomie globale du carburateur, hein, et on expliquera les circuits tout à l'heure. Là on a vu les jets de la pompe de reprise, là les vis de réglage de la richesse du ralenti. Alors attention messieurs, ça injecte de l'air et de l'essence mélangée. On le verra tout à l'heure sur les schémas, je vous mettrai les schémas pour que vous compreniez comment le système de ralenti fonctionne. Mais d'abord on va ouvrir la cuve et on va continuer à ausculter. Alors, une fois que l'on a vu tout ça, donc l'accélérateur, hein, il y a un système qui permet de relier les carburateurs entre eux, hein, si vous en avez plusieurs qui sont fixés entre eux, et là vous avez une vis de réglage pour le global du ralenti. Hein. Vous pouvez aussi régler très légèrement cette vis pour augmenter le flux d'air au ralenti. Hein. Ça vous pouvez faire, hein, vous serrez ou vous desserrez, ça augmente très légèrement le ralenti et ça le diminue.
tout simplement. Donc voilà, hein. Là, quand on accélère, alors je vous l'ai dit sur ce carburateur, donc c'est des DCOM 40 DCOM, 40 mm de diamètre, hein. Donc quand on dit 45, c'est 45 mm de diamètre. Donc quand on accélère, vous voyez là, et ben en fait sur cette version vous avez cette petite tige avec ce ressort et cet écrou là, et ici vous avez un système à membrane. Et bien la membrane elle est remplie par du carburant, il y a un système anti-retour, et ici on voit bien, hein, vous voyez là la fonderie d'aluminium, on voit bien que ça remonte là et que ça rentre ici là de l'autre côté, hop, et que ça vient dans les gicleurs, donc dans les gicleurs que je vous ai montré avant. On va essayer de les revoir, je pince les doigts, on les voit pas trop bien. Vous voyez là, la petite tige, c'est les gicleurs qui giclent le carburant sur la pompe d'accélération. Alors ici, on peut régler la force de ce ressort là, hein. Ces ressorts là, on peut en avoir plusieurs versions. Là, les petits écrous, le petit écrou, il permet de régler plus ou moins la position de départ de la pompe de reprise, hein. Donc ça permet d'injecter plus ou moins de carburant selon la position où on met la vis, et en réglant le diamètre et la taille des jets, on peut donner plus ou moins de carburant sur la pompe d'accélération. Donc, alors, on va continuer la physionomie du carburateur, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la petite pièce qui se trouve là devant, c'est le starter, hein. Ça, messieurs, c'est le starter. Alors, messieurs, le starter, qu'est-ce qu'il y en a à dire, hein? C'est pour dans les régions froides, hein, pour donner un peu plus d'essence au démarrage. Donc quand on fait ça, eh bien, il y a un circuit starter qui envoie plus d'essence, et ces trous là que vous voyez là, je vais essayer de vous les montrer là. Vous voyez le trou là, le gros trou, voilà le gros trou là qu'on voit là, et bien ça c'est ce qui vient du circuit starter et qui envoie un mélange d'air et d'essence. Alors n'oubliez pas toujours, sur les carburateurs Weber, la seule chose qui n'envoie pas de mélange d'air et d'essence, c'est la pompe d'accélération. La pompe d'accélération, c'est du carburant pur, hein. C'est du carburant pur, c'est des jets d'essence, hein. Je vais vous mettre une petite vidéo, regardez là. Donc vous voyez, hein, quand on appuie sur l'accélérateur, ça gicle des gros jets d'essence dans les conduits d'admission. Voilà. Donc, maintenant on va voir le starter. Je vais vite le démonter, hein. Et voilà. Alors ça, c'est le mécanisme de starter à l'intérieur, hein. Vous voyez, on actionne la manette là, et ça fait monter les petits pistons qui sont là à l'intérieur. Et quand on les monte et quand on les descend, est-ce que j'ai quelque chose pour le faire? Vous voyez, ça monte et ça descend là. Et bien quand ça monte et ça descend, et ben ça envoie plus ou moins de mélange d'air essence ici par l'orifice de starter. Vous le voyez là, hein. Donc ces canalisations sont reliées là, dans l'orifice de starter. Alors, maintenant je vais vous mettre à l'image le schéma du fonctionnement du starter. Alors comme vous pouvez le voir, hein, l'essence est aspirée dans la cuve et est expédiée via ces deux petits boisseaux là que je vous ai montré. Donc est expédiée dans les conduits d'admission par l'orifice que je vous ai montré là. Ok, donc ça, ok. Alors messieurs, sachez une chose, c'est que sur les carburateurs utilisés en compétition autrefois, hein, parce que maintenant on n'utilise plus de carbu, c'est fini, hein, à part dans les trucs historiques. Donc maintenant on n'utilise plus de carbu, encore heureux, parce que c'est une vraie galère. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On a une plaque qui vient se visser là, à la place de cette chose-là. Et on a une blank plate, donc une plaque qui vient bloquer ça, qui vient le condamner. Et il n'y a plus de starter. Pourquoi? Parce que sur les moteurs de compétition, on n'utilise pas de starter, hein, messieurs. Et parce que tout simplement, comme on a une pompe de reprise, et bien quand vous voulez démarrer un moteur capricieux et qui fait un peu froid, qu'est-ce que vous faites? Et bien vous injectez quelques coups d'essence, 3-4 coups de pédale avant de tourner la clé du démarreur. Et ensuite, quand vous démarrez, il y a tellement d'essence dans les conduits d'admission que la voiture démarre parce qu'elle est en condition, comme si on avait enclenché le starter. Ensuite, vous pouvez continuer à donner des petits coups de gaz comme ça pour injecter un peu plus d'essence si elle tout saute. Bam, et après, une fois que le moteur a pris très légèrement de la température, il marche tout seul. Donc vous n'avez plus besoin de starter. Donc c'est pour ça que chez Weber, ils ont prévu une blank plate
qui permet de bloquer l'orifice du starter, vous le virez. Hein. Tous les véhicules qui étaient utilisés en compétition n'utilisaient pas starter. Au pire, je sais pas si vous avez vu sur certains dragsters, qu'est-ce qu'on fait? On a une espèce de poire, les mecs ils arrivent, ils prennent leur poire et ils giclent un gros coup d'essence dans les conduits avant de démarrer le dragster. Ça permet d'envoyer un peu d'essence dans les conduits histoire que le moteur démarre. Après sur les dragsters, c'est aussi différent parce que eux ils ont souvent des pompes à essence mécanique et si on fait pas tourner le moteur avec une source d'essence externe, de carburant externe, la pompe ne s'amorce pas. Donc sur les pompes mécaniques de dragster, il faut d'abord injecter de l'essence à la main avec une poire directement dans les conduits d'admission, faire démarrer le moteur qui prenne très légèrement quelques tours pour que la pompe mécanique d'injection s'amorce et envoie le carburant dans le moteur. Alors ici, voilà, on a vu le circuit starter. Je vous mets encore une photo de la blank plate. Ah, vous voyez, hein, c'est juste une petite tôle hein, qui vient boucher le trou là. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, on a vu le circuit starter. Donc, on va maintenant démonter la cuve. Alors, tadadadam. Oh, quelle belle cochonnerie. Regardez-moi l'état de ce truc. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de carbu. Même si vous les achetez d'occasion, eh ben, vous allez payer tellement cher en pièces détachées, en kit de réfection, que ça vaut presque pas la peine de les refaire. Voilà. Donc si vous les confiez à un professionnel pour les refaire, la facture sera tellement salée que vous avez meilleur temps de faire des neufs. Hein, vous prenez deux neufs, et voilà. Parce que là, il faut nettoyer de fond en comble, il faut remplacer les trois quarts. Alors messieurs, ça, c'est ce qu'on appelle... Alors ça, c'est ce qu'on appelle un flotteur. Hein. Et là, il y a un petit pointeau à l'intérieur qui vient ouvrir et fermer l'arrivée de carburant quand le niveau de cuve est atteint. Ok? Parce que ça... c'est la cuve du carburateur. Vous voyez, il y a plein de trous au fond, ici, là, partout. C'est pour envoyer du carburant dans les divers circuits à l'intérieur. Vous voyez comme c'est tout pourri, tout plein de cochonneries là. Hein. Ça, c'est des carburateurs. Vous voyez, s'il faut les refaire, je vous raconte pas les heures de boulot. Alors ici, on a les différents jets. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec les petits ressorts là, les maintiennent ouverts et fermés, avec les différents jets. Hop, voilà. On a les trucs principaux hein, qui sont les gicleurs de ralenti. Ici, ce sont les gicleurs de ralenti, il me semble. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé là-dessus. Et ça, c'est les gicleurs principaux. Donc, messieurs, si quelqu'un veut une paire de carburateurs 40 des COM à refaire, hein, vous voyez bien qu'ils sont tout braves. Hein. Alors là, les gars, abonnez-vous, hein, parce que ça, pour vous faire cette vidéo, donc cette paire de carburateurs pour vous faire la vidéo, hein, ça m'a coûté 200 balles. Donc abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne, ça m'aide à financer les trucs que j'utilise pour vous faire des vidéos comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est le gicleur de starter il me semble. Hein. Voilà, c'est celui qui est le circuit de starter. Ici il y a un petit anti-retour. Hein. C'est un petit anti-retour. Ça marche, c'est une partie de circuit de la pompe de reprise, c'est un petit anti-retour là-dedans au fond, hein. Il y a une petite masse qui vient appuyer sur une bille et qui fait l'anti-retour pour que le carburant ne reflue pas dans la cuve quand on presse la pompe de reprise là en dessous. Alors maintenant, oulala, regardez-moi comme c'est tout plein de cochonneries. Alors ça, messieurs, qu'est-ce que ça peut bien être, ce truc-là? Vous voyez les petits trous, là? Vous voyez les petits trous? Et vous voyez là? Ça, c'est le gicleur principal, messieurs. Cette petite partie-là, je vais essayer de vous la démonter. Ah, je vais pas. Il va falloir que je mette ça dans un étau. Et comme j'ai pas envie, je vais pas le faire. Donc ça se démonte. Hein. C'est le gicleur principal. Et ça, messieurs, le tube percé, en français, hein, parce que ça c'est un mot français, un mot technique français, ça s'appelle l'ajoutage d'automaticité. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un truc, ici on a le carburant qui rentre par le gicleur principal, ok. Ici où il y a les petits trous, et là au-dessus, hein. Non pas là au-dessus sur celui-là, mais ici où on a les petits trous, on a de l'air qui rentre.
C'est pour ça que c'est très important de laisser ce trou ouvert et de le mettre avec de l'air filtré du carburateur, parce que l'air rentre là et après est distribué dans le capot de la cuve pour pouvoir faire une mise à l'air de la cuve. Donc on prend de l'air, hein, on prend de l'air. Là vous voyez un trou ici là, et bien, par ce trou là on prend de l'air, on envoie l'air sur le côté là et ça mélange l'essence et l'air pour l'envoyer. Je vais le montrer par l'autre côté. Pour l'envoyer ici dans le venturi secondaire. Alors ça, messieurs, cette partie-là, la petite partie-là, ça s'appelle un venturi secondaire. La grosse partie qui est un peu plus loin au fond, ça s'appelle un venturi principal. Donc venturi principal, c'est la grosse partie que vous voyez qui se rétrécit. Hein. Je sais pas si on le voit très bien. La partie qui se rétrécit là. Et le deuxième petit là, c'est un venturi secondaire. Alors sachez messieurs, à propos des venturi, alors on va déjà parler du principe de fonctionnement d'un carburateur. Alors ici je vais vous mettre une image. Alors si vous voyez sur cette image, on a l'air qui rentre d'un côté du carburateur, qui passe dans le venturi secondaire, donc dans la petite partie du venturi. La petite partie du venturi accélère le flux d'air qui passe dans le deuxième venturi. Dans le deuxième venturi, ça accélère encore une fois l'air pour qu'il y ait une très forte dépression. Et ensuite, grâce à l'effet venturi, eh bien, il y a une aspiration qui se produit. Alors l'aspiration se produit dans le tube qui est relié à l'intérieur de la cuve via ces petites choses. Donc l'essence. Alors, l'effet venturi, c'est quoi? D'abord, l'effet venturi. Donc, quand on met un tube perpendiculaire à un tube horizontal et que l'on fait passer un flux d'air à l'intérieur, une aspiration se crée dans le tube vertical. Induction d'air dans les conduits, je vous en ai déjà parlé sur une vidéo d'échappement, sur une vidéo d'Arbacam. Si vous n'avez pas vu cette vidéo d'Arbacam, je vous conseille d'aller la regarder. Au début, je parle de l'induction d'air dans les conduits, et bien là, on est en plein dedans. Ça, c'est l'induction d'air dans les conduits, mais c'est pas la même chose, ça, c'est l'effet venturi. C'est à peu près pareil, c'est les mêmes concepts. Hein. Donc, vous avez de l'air qui passe dans un conduit, et à l'endroit où le conduit se rétrécit, donc quand le conduit se rétrécit, eh bien, au rétrécissement, il y a une accélération rapide du flux d'air. Donc, pourquoi on met ça? Alors je vous le montre. Pourquoi est-ce qu'on met un venturi qui rétrécit le diamètre du carburateur? Parce que l'accélération du flux d'air provoque une forte dépression dans la partie qui injecte le carburant. Alors ok. Donc je vais vous mettre ici un petit extrait de vidéo sur un moteur en marche et sur l'aspiration du carburant. Voilà, donc vous avez vu, donc quand l'air passe au travers, eh bien le carburant est aspiré. Donc quand l'air passe au travers, eh bien le carburant est aspiré et sort par ici là, par ce petit bec là où je mets le tournevis. Il est aspiré par l'effet venturi et donc par le passage rapide des gaz ici. Il est aspiré et il est vaporisé là derrière pour passer dans le conduit. Ok? Donc maintenant, quand vous avez ce carburateur qui est en fonctionnement normal et que vous êtes accéléré, on va dire à pleine charge, hein, sur les intermédiaires, il y a encore d'autres choses qui se passent, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite. Donc quand vous êtes à pleine charge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'air passe ici, l'air passe au milieu, et la vitesse du flux d'air, donc l'aspiration du moteur, hein, ça fonctionne avec l'aspiration du moteur, donc le piston qui descend fait aspirer l'air à travers le conduit d'admission. L'air passe ici dans le venturi secondaire et dans le venturi principal, accélère, et comme il est accéléré très très vite, eh bien on aspire l'essence de la cuve à travers le gicleur principal qui est là, mixé avec de l'air par ces petits trous là. Ok? Et c'est un mélange d'air et d'essence mixée qui sort ici par le conduit
et qui rentre dans votre moteur. Alors messieurs, à quoi sert l'ajoutage d'automaticité? Eh bien, je vais vous expliquer tout simplement. Un moteur, quand on le fait tourner à basse vitesse, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, dans la vidéo d'Arwacam d'ailleurs, on parle de remplissage, hein, remplissage messieurs. Hein. Donc, quand un moteur tourne lentement, le remplissage est bon, parce que l'air a le temps d'aller et de rentrer dans le cylindre. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand l'aspiration est faible ici, eh bien on aura peu de carburant qui va rentrer ici, peu d'air qui va rentrer ici, et donc on aura un mélange très riche qui va sortir du petit venturi secondaire ici. Et quand on va accélérer plein pot et qu'on sera à fond la caisse, eh bien le moteur, lui, va aspirer moins de mélange. Donc, comment faire pour appauvrir? Parce que le remplissage diminue à haut régime. Hein. Parce que le problème d'un moteur à haut régime, c'est qu'on n'arrive pas à remplir le cylindre de mélange gazeux suffisamment pour le faire fonctionner ultra fort. Donc, comme le remplissage diminue, il faut bien qu'on ait un moyen de diminuer la quantité d'essence que l'on va injecter dans le moteur. Et comment on fait ça? Eh bien, on joue sur le nombre de trous ici. Parce que ces pièces-là, on peut en avoir de plusieurs types, avec plus ou moins de trous. Hein. Vous en avez qu'il y a, là, il y a 1, 2, 3, 4 trous. Et bien, vous en avez qu'à 5 trous. Vous en avez qu'il n'y a que 3 trous. Et selon le tube, l'ajoutage d'automaticité, hein, en anglais, eux, ils appellent ça chez Weber le tube de mélange d'air, ou je sais plus comment. Le mélangeur d'air, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ce tube-là, il va envoyer plus ou moins d'air selon le régime moteur. Ça, à régler ce type de choses-là, ça se fait pas à l'oreille, hein. Ça se fait pas à l'oreille, ça. Là, la taille du gicleur, là, et le type de mélangeur d'air, de mixeur d'air, ça se fait pas à l'oreille, hein. Je vais juste vous montrer une vidéo de ça, dans une cuve transparente, pour que vous voyez comment ça fonctionne avec l'arrivée d'air. Alors ici, comme d'hab, je vous mets un petit morceau de vidéo. Donc vous voyez, quand on accélère pas beaucoup, ça envoie peu d'air. Et quand on accélère beaucoup, il y a beaucoup d'air qui est mélangé là dans le tube avec l'essence. Et donc ça appauvrit le mélange à l'origine. Et ça se règle, messieurs, hein. Ça, ce petit tube, il se remplace, il y en a de toutes les sortes, avec des trous plus ou moins grands et plus ou moins de trous. Et ça, on doit le régler. Hein. Alors, messieurs, maintenant, comment on règle un carburateur? Eh ben, on le fait pas à l'oreille. Hein. Alors déjà, première chose, quand vous avez un carburateur qui vient, donc sur une voiture, une 205 Rally, vous prenez une 205 Rally avec des carburateurs Weber déjà dessus. Ils sont réglés d'usine. Donc si vous avez un mec qui vous dit « Oui, je vais te régler le carbu, tip top » à l'oreille et qui tourne les vis là, de réglage de richesse, et qui te dit « Ouais, après elle va marcher du feu de Dieu et tout », eh ben c'est n'importe quoi. Hein. Parce que ça, ce sont les vis de richesse du circuit de ralenti, messieurs. Et ça ne règle que la richesse du ralenti, ok? Ça, c'est ce qui règle la charge moyenne et la pleine charge. Donc, ce gicleur-là et ce tube, le couple des deux, ok, c'est ce qui va régler la moyenne charge et la pleine charge. Donc, ça n'a rien à voir avec ces deux petites vis-là et avec le réglage à l'oreille. Enfin, si, ça a une relation, mais je vais vous l'expliquer après. Ok? Donc, gicleur principal, ajoutage d'automaticité ou mélangeur d'air, hein. Ça mélange de l'air et de l'essence pour l'injecter dans les venturis à l'intérieur quand on est à moyenne charge ou à pleine charge. Ok? Entre moyenne charge et pleine charge, c'est ça. Ça, c'est le réglage du carburateur que vous devez avoir. Hein. Ok, donc ça, gicleur principal. Ok, je vous ai montré. Je vais vous montrer une belle vue en coupe du circuit principal de carburant. Voilà, circuit principal de carburant. Et ce circuit principal de carburant, eh bien, vous voyez les passages, hein, ils sont colorés. Hein, et vous voyez là, donc ça passe
Donc dans ce truc-là, de la cuve, dans ce truc-là, c'est mélangé avec de l'air et c'est injecté donc via le venturi secondaire dans le conduit d'admission. Et tout ça, ça fonctionne par dépression, hein. C'est la dépression du moteur qui fait fonctionner le carburateur. Donc voilà. Alors messieurs, sachez une chose. Le niveau de cuve est très important pour un carburateur. Si vous faites un niveau de cuve un peu plus haut ou un peu moins haut, eh bien ça change totalement les réglages de ces choses-là. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo où le niveau de cuve est mauvais. Hein? Alors vous voyez à l'ouverture du papillon, il y a un gros jet d'essence qui sort du venturi secondaire. Et ça, la cause en est quoi? Eh bien c'est parce que le niveau de cuve, il est pas bon. Alors messieurs, si vous réglez votre niveau de cuve mal et qu'il est trop haut, et bien quand vous accélérez, au moment où vous accélérez, et bien au lieu que ce soit la pompe de reprise là en dessous qui fasse le taf, et bien c'est en partie l'essence qui va dégueuler du circuit principal qui va enrichir le mélange à l'ouverture du papillon. Et ça on veut pas, hein, parce que c'est des conditions qu'on ne sait pas maîtriser, on ne sait pas régler ces choses-là correctement. Hein. Donc le niveau de cuve sur carburateur Weber, très important, il faut le régler messieurs. Hein. Je vous donnerai le manuel à la fin de la vidéo. En dessous de la vidéo, dans la description, je vous mettrai en lien tous les manuels d'entretien des carburateurs Weber. Hein. Donc vous pourrez voir toutes ces choses-là, les gicleurs et toutes ces choses-là. Donc voilà, on a le niveau de cuve. Très important le niveau de cuve. Hein. Vérifiez que le flotteur soit bon. Hein. Sur les vieux carbus, vous avez des flotteurs en cuivre qui sont creux. Des fois, ils ont des fuites et donc les flotteurs se remplissent d'essence et après le niveau de cuve il est complètement délirant et le carburateur déborde. Donc vous, ce que vous faites, hein, si vous avez des anciennes versions, donc des flotteurs en métal, vous remplacez-les par des flotteurs en plastique, comme ça ce sera beaucoup plus fiable. Alors, donc, circuit d'essence principal, hein. Voilà. Gicleur, ajoutage d'automaticité en français ou mélangeur d'air en anglais, je crois. On va le remettre vite fait. Hein. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, messieurs, c'est le gicleur de ralenti. Hein. Ça, c'est le gicleur de ralenti. Ce truc-là, eh bien, c'est le même principe. Hein. Vous voyez les trous qui sont là, ici, là. Vous voyez les trous? Vous voyez les trous? Je vous les montre là, les trous là. Eh bien, ces petits trous-là, de l'air arrive ici et de l'essence arrive en bas. Et par les petits trous là, eh bien, on envoie une mixture d'air et d'essence dans les conduits là du carburateur. Et on les envoie là, via cette vis pointeau là. On va en sortir une. Est-ce que je vais arriver à la sortir? Oui. Donc via cette vis pointeau là. Donc cette vis pointeau contrôle la quantité de carburant et d'air, parce que c'est un mélange d'air et de carburant. Donc contrôle la quantité d'air et de carburant qui est envoyé. Alors messieurs, je vais essayer de vous le montrer, hein. Je suis pas sûr d'y arriver. Si, on va peut-être le voir ici. Alors, regardez là le petit trou qu'il y a là. Ok, le petit trou qu'il y a là. Avec le tournevis, là, je fais des tours autour là. Hein. Et bien par ce petit trou, c'est cette vis là qui va contrôler. Ok, ça c'est la vis de richesse du ralenti. Alors messieurs, ça règle aucune richesse à pleine charge. Hein. Aucune richesse à charge médium. Ça fait que la richesse du ralenti. Ok, la richesse du ralenti. Une fois que vous avez réglé la richesse du ralenti, donc comment faire pour régler la richesse du ralenti d'une voiture comme ça? Eh bien messieurs, théoriquement, il faudrait avoir, pour bien faire, hein, il faudrait avoir normalement une sonde lambda par pot d'échappement.
bah, vous mettez une sonde lambda par pot d'échappement, par sortie de culasse, et vous réglez chaque vis pour que le lambda soit comme vous voulez qu'il soit au ralenti pour chaque cylindre. Ça c'est la technique haut de gamme. Et maintenant, le réglage du carburateur avec une seule sonde lambda, parce qu'avec une seule sonde lambda, il faut faire quoi? Il faut faire une moyenne. Alors vous serrez ces vis à fond, sans les casser, hein. Vous serrez ces vis à fond, vous faites tourner le moule, et ensuite vous les desserrez d'un quart de tour, ou d'un demi-tour, toutes, sur tous les corps de carburateur, de façon homogène, et vous regardez si la richesse au ralenti est conforme à ce que vous voulez obtenir. Ce sera pas un réglage optimal, mais au moins vous aurez à peu près des carburateurs qui seront également réglés plus ou moins, hein. Il y aura des différences, mais au moins ce sera à peu près correct, et la pollution au ralenti sera bonne, et la richesse au ralenti sera bonne. Donc maintenant, je vais vous montrer une deuxième chose. Sur un carburateur Weber, il y a un circuit qui s'appelle un circuit de progression. Ok? Alors le circuit de progression, qu'est-ce que c'est, messieurs? Attendez, je vais nettoyer un peu. Alors le circuit de progression, qu'est-ce que c'est? Eh bien messieurs, quand on a un papillon qui est complètement fermé là, eh bien le flux d'air ici... Attendez, je vais prendre mon tournevis. Alors quand on a un papillon qui est complètement fermé, ici le flux d'air il est très très mince là, hein. Ok? Et comme le flux d'air il est très très mince, la majeure partie de l'air qui rentre là, eh bien aspire le carburant ici par le petit trou. Parce que n'oubliez pas que les carburateurs Weber, ce sont des carburateurs qui fonctionnent avec la dépression du moteur. Donc c'est la dépression du moteur et la vitesse du flux d'air avec l'effet Venturi et l'induction d'air dans les conduits qui va aspirer là par les petits trous. Ok? Donc vous avez, par la vitesse ici là, vous avez l'essence qui va être aspirée par le petit trou au ralenti. Ok? Ensuite, quand vous voulez sortir du ralenti et que vous voulez faire des toutes petites accélérations, eh bien vous allez juste accélérer un petit peu. Alors vous le voyez peut-être pas parce que le carbu est pas très propre, hein. Je vais essayer de vous le montrer. Alors ici messieurs, là, juste là un peu plus loin, juste là. J'essaye de vous le montrer mais je sais pas si j'arrive. Sinon je vous mets une photo. Je sais pas si on le voit. Juste là. Juste là, ici. Et bien il y a des petits trous. Et ces petits trous, ça s'appelle le circuit de progression. Si vous regardez bien, quand j'accélère légèrement, ok, et bien il y a les petits trous qui se découvrent. Ok. Et quand les petits trous se découvrent, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, à cet endroit-là, le flux d'air augmente. Donc le flux d'air augmente ici, là. Et quand le flux d'air augmente, et bien il aspire par ces petits trous beaucoup plus d'air et de carburant. Parce que, en fait, messieurs, le petit trou ici et les petits trous là en bas font partie du même circuit, qui est le circuit de ralenti et le circuit de progression, qui est réglé par ce petit gicleur. Ok? Le gicleur du circuit de ralenti et du circuit de progression. Donc ça, la vis pointeau, c'est pour régler la richesse de ralenti. Et ça, c'est pour régler la richesse de ralenti et le circuit de progression. Si vous voyez bien, messieurs, quand j'accélère là, hein, on a déjà une petite quantité d'essence qui va être injectée par la pompe de reprise. Mais ce sera très très peu, hein, parce que ça bouge quasiment pas là. Hein. Très très peu. Donc la pompe de reprise, elle va quasiment rien donner quand on est sur le circuit de progression. Hein. Donc du ralenti au circuit de progression, on n'a quasiment pas de pompe de reprise. Donc c'est très très important quand vous voulez avoir une bonne richesse sur les transitions, donc du ralenti et sur l'accélérateur légèrement sur les petites accélérations. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on va vouloir régler ce gicleur qui est le gicleur du circuit de progression. Hein.
circuit de ralenti, circuit de progression, air mélangé avec de l'essence, aspiré par l'effet Venturi dans le carburateur, donc circuit de ralenti, et ensuite les petits trous derrière, circuit de progression. Donc messieurs, là, je vous mets une photo un petit peu plus détaillée du circuit de progression, où vous voyez que les petits trous, le premier petit trou, c'est le ralenti. Comme la dépression est forte, quand le papillon est fermé, et ben tout l'air passe au travers, tout l'essence passe au travers du premier petit trou qui est du côté moteur au niveau du papillon, qui est le trou pour le ralenti. Et ensuite, dès qu'on se met à tourner le papillon légèrement, là comme ça, et bien c'est le circuit de progression qui prend le relais. Voilà, je mets une autre photo. Donc le circuit de progression prend le relais. Ok. Et une fois que le circuit de progression a pris le relais, on a les trous supplémentaires qui peuvent être utilisés. Alors messieurs, sur les Weber 45, hein, ici, vous voyez là je vous le montre. Là, il y a une petite pastille qui ferme le trou. Mais là, sur les Weber 45, il y a une vis. On peut enlever cette vis. Et quand vous voulez tuner un carburateur, si la progression, donc la transition, la transition entre le ralenti et les petites accélérations n'est pas bonne, eh bien on peut ouvrir cette vis là. On peut ouvrir la vis qui est là en dessous. Et quand on ouvre la vis qui est là en dessous, hein, je vous le montre encore là, la vis qui est normalement là en dessous, eh bien il y a des petits trous. Et avec des tout petits forets, eh bien on peut percer des trous supplémentaires pour pouvoir augmenter les trous du circuit de progression et donc enrichir en mélange le circuit de progression. Alors ça c'est du tuning, hein, messieurs, hein. C'est comme ça qu'on règle des carburateurs, hein. C'est pas au pif en cherchant les réglages sur internet, hein. Donc, gicleur de ralenti et de circuit de progression, vis de réglage de richesse du ralenti. Alors ici, je vous montre une photo. Donc des vis de réglage de richesse du ralenti, il y en a plusieurs disponibles pour les mêmes carburateurs, hein. Donc il n'y en a pas qu'une seule, hein. C'est pas au pif, c'est pareil. Alors, et ensuite des gicleurs comme ça, hein. Il y en a de toutes les sortes, messieurs, hein. Il y en a de toutes les tailles, alors on peut en acheter de plusieurs tailles, on peut les adapter selon le cas, au besoin, si on est plus riche, moins riche, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, réglage du ralenti, réglage de la circuit de progression, et du ralenti, hein, parce que celui-ci il fait les deux. Ensuite, circuit principal, donc celui que je vous avais montré. Voilà. Ensuite, gicleur de starter, gicleur de pompe de reprise, et là ce sont juste des anti-retours pour la pompe de reprise. Pompe de reprise, alors celle-ci est à membrane, hein. On va étudier aussi le circuit de reprise. Alors pompe de reprise à membrane, eh bien le fonctionnement on va la démonter, hein, comme ça on va vite voir ce qu'il y a dedans. Oh là là, regardez-moi dans quel état c'est. C'est plein de cochonneries là en dessous, hein. Mais on peut voir là la membrane, elle est complètement sèche et collée, vieille, pleine de cochonneries là. Oula, regardez-moi ça. Vous voyez comme c'est tout pourri. C'est pour ça que je vous disais, les carbus d'occasion sur le bon coin, ça vaut rien les mecs, les vendez pas cher. Les vendez pas cher, ça vaut rien. Il faut tout refaire, faut passer des heures à tout nettoyer. Faut changer la moitié des pièces. Donc achetez des neufs ou les vendez pas cher. Hein, regardez, voilà. Donc en fait, la pompe de reprise, hein, vous avez ce truc, ça appuie comme ça et ça envoie l'essence dans les conduits via les petits gicleurs qu'on a vu avant, et ben ça en fait déjà d'essence. Alors je vais remettre cette chose là en place, hein. Alors voilà, parce que j'ai pas envie de galérer avec, vu que c'est tout pourri à l'intérieur. Alors sachez messieurs que sur les DCOE, donc les gros, les Weber 45 par exemple, il y a toutes les tailles, hein. Ça c'est un modèle style des Lorto, sur les carburateurs des Lorto, qui sont des carburateurs semblables aux Weber. Et bien vous avez des pompes à membrane d'origine sur les Weber, je crois que c'est venu par la suite, hein. Parce que la vraie pompe de reprise Weber, eh bien c'est ici à l'intérieur du corps du carburateur. Il y a un piston, il y a une tige qui traverse le carbu, il y a un piston.
Et en fait, quand vous accélérez, le piston est automatiquement pressé vers le bas via des ressorts et via des cames. Et donc, quand il est pressé vers le bas, et ben ça gicle dans les gicleurs de pompe de reprise, et ben ça gicle le carbu dans les conduits. Ok? Donc, je vais vous mettre une image ici de la pompe de reprise. Alors vous voyez, hein, je vais faire défiler d'abord le global. Donc vous voyez les conduits, les canalisations, hein, ça prend l'essence dans les cuves. Il y a les petites billes anti-retour qui permettent au carburant de ne pas revenir en arrière. Il y a le piston dont je vous ai parlé avec les ressorts. Et en fait, quand on appuie sur l'accélérateur, eh bien ça pousse le piston vers le bas, donc l'essence est giclée dans les conduits. Et ensuite, quand on relâche l'accélérateur, eh bien les ressorts, l'accélérateur repousse le piston vers le haut. Ok. Donc là, c'est pas le cas, c'est une membrane. Hein. Donc c'est une membrane, mais ça fait la même chose en gros. Quel système des deux qui est le meilleur, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, j'ai abandonné les carburateurs il y a fort longtemps quand j'étais encore, quand je faisais des mini, hein, quand je faisais des mini Austin avec des carburateurs SU qui étaient une vraie cochonnerie à régler. Et bien ça, messieurs, sachez que les carburateurs Weber, c'était quelques-uns des carburateurs en Europe les plus haut de gamme que l'on pouvait trouver. C'était utilisé en compétition. C'est ce qu'il y avait de meilleur. Hein. C'est ce qu'il y avait de meilleur. On peut les régler de A à Z, de partout. Ça se fait pas à l'oreille. Hein. Je le redis parce qu'il y en a certains, ils vont me dire oui, moi je règle à l'oreille. Mec, si t'as une 205 qui sort d'usine pré-réglée et que tu tournes la vis là, ça règle juste la richesse de ralenti, ça fait rien d'autre. Hein. Donc le carbu, il est réglé d'usine et toi tu règles juste la richesse de ralenti. C'est tout. Voilà. Et si tu veux vraiment régler un carburateur, et ben voilà. Alors comment on règle un carburateur, messieurs? Alors voilà comment on règle un carburateur. Alors ça par exemple, Tech Edge Do It Your Wideband, c'est un contrôleur de l'ensemble lambda large bande que j'ai assemblé moi-même autrefois. Donc là, on a l'alimentation et le connecteur pour la sonde lambda. Hein. J'ai encore le fil et tout ce qui s'ensuit. Je vous renvoie sur ma vidéo d'installation du contrôleur lambda 14.7 où je montre ce contrôleur large bande déjà quand je le démonte. Ici, log. Alors messieurs, ça c'est un contrôleur de sonde lambda qui permet de faire du data log. Ok ? À l'intérieur, vous mettez une SD card. Ensuite, ici, vous avez log BTN. Ça veut dire un bouton pour démarrer et arrêter le log. Ensuite, ici, RPM. Donc là, vous avez la vitesse de rotation du moteur. Hein, vous pouvez brancher le signal de l'allumeur, par exemple, pour brancher la vitesse de rotation du moteur. Et vous pouvez brancher ici encore, là, hein, ici, vous voyez ça, c'est des petits banjos là comme ça. Il y en avait un là devant, je l'ai enlevé. Vous pouvez brancher là, ici, sur ce truc là. Je sais plus dans quel sens ça se met. C'est peut-être pas le bon, c'est pas le bon. C'est un autre modèle, mais c'est à peu près le même concept. Hein. Donc vous pouvez brancher ça là. C'est des trucs pour pouvoir enlever et remettre rapidement. Donc vous pouvez brancher là des thermistors, des papillons de gaz. Là, ici, par exemple, sur le carburateur Weber, et ben, vous mettez un TPS ici. Hein. Là, vous modifiez l'axe hein, et vous mettez un TPS dessus. Et vous aurez la position du papillon hein, que vous pouvez dataloguer ici avec le contrôleur lambda large bande, la vitesse de rotation du moteur. Et quand vous avez un graphique avec la vitesse de rotation du moteur, la position de la pédale d'accélérateur et le lambda, et bien vous pouvez tuner un carburateur. Parce qu'à chaque position de la pédale d'accélérateur et à chaque régime moteur correspondra à un des circuits que l'on a vu. Hein. Donc quand vous êtes au ralenti, et ben vous tunerez le ralenti. Quand vous êtes sur le circuit de progression, vous tunerez le circuit de progression. Quand vous êtes sur les accélérations moyennes, et ben vous tunerez le gicleur principal ici. Hein. On enlève vite fait, hop. Donc quand vous êtes sur les accélérations moyennes, vous tunez le gicleur principal et l'ajoutage d'automaticité, donc le mélangeur d'air. Et quand vous êtes à fond, et ben c'est ce gicleur là qui fait encore le boulot.
Donc vous devez régler tous ces gicleurs. Voilà. Hop, hop, voilà. Donc la vis de réglage de richesse de ralenti, le circuit de progression et le réglage de ralenti, le circuit de pleine charge avec le mélangeur d'air. Voilà. Et ça, c'est ce que vous devez régler sur un carburateur Weber. Et pour savoir comment le régler, une sonde lambda large bande dans l'échappement, tout simplement, avec un datalog. Ensuite, vous observez le datalog, vous vous mettez sur la borne puissance, ou vous faites ça sur la route, sur ce que vous voulez, sur le circuit ou n'importe. Vous faites votre datalog, vous regardez ce que ça donne et vous changez les gicleurs. Hein, faut pas dire je vais régler à l'oreille, ça n'existe pas. Messieurs, à l'oreille, on ne règle rien. Hein, à l'oreille, on ne règle rien. Et, naturellement, ne pas oublier de régler le niveau de cuve correctement. Le starter, je n'en parle pas, parce que c'est pas très utile. Hein. Je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant que je vous ai montré, en gros, à peu près tous les schémas, là, ok, je vais encore vous expliquer une chose très 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 importante. Pourquoi est-ce qu'on met une pompe de reprise sur un moteur, hein? Ok. Pourquoi est-ce qu'on met une pompe de reprise sur un moteur? Pourquoi quand on fait comme ça, brutalement, pourquoi est-ce qu'il y a des jets d'essence qui sont injectés là? Alors messieurs, alors quand on passe d'un flux d'air très très rapide mais petit là, parce que quand on est fermé là, le flux d'air ici, il est très 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 rapide, hein, parce que l'effet Venturi, c'est ça. Quand vous avez un petit orifice, le flux d'air est rapide, mais le débit est petit. Quand vous êtes grand ouvert, le flux d'air ralentit, mais le débit est très grand. Alors, entre le moment où le circuit de ralenti, le circuit de progression et le circuit principal, donc, et le circuit principal là, dans le Venturi secondaire, se met en branle, et ben il y aura un moment où il y a un temps mort, où il n'y a pas d'essence qui est injectée dans le moteur. Ok? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Sur les accélérations brutales, et ben on injecte un max d'essence via la pompe de reprise pour tenter, à ce moment-là, d'injecter du carburant à gogo et d'en envoyer dans le cylindre. Pourquoi on fait ça, messieurs? Parce que quand vous ouvrez brutalement, l'air s'engouffre en grande quantité dans le moteur. Et l'air, c'est, je sais plus, je crois que c'est 600 fois plus léger. Il faudrait que je cherche. Je crois que c'est 600 fois plus léger que l'essence. Hein. Donc l'air est 600 fois plus léger que l'essence. Donc l'air est entraîné facilement dans le moteur, mais pas l'essence. Donc on en envoie un gros paquet pour tenter quand même d'en avoir une certaine partie qui finit dans le cylindre quand on ouvre brutalement ici le papillon des gaz. Parce que messieurs, quand on fait ça, la vitesse du flux d'air tombe, le circuit principal ne fonctionne pas encore, donc pour essayer d'en mettre quand même dans le cylindre, on en injecte à mort. Et c'est ça le but de la pompe de reprise. Parce que si vous n'avez pas de pompe de reprise, eh bien vous avez des trous à l'accélération. Donc quand vous faites ça, eh bien le moteur il a du mal jusqu'à ce que le circuit principal commence à donner suffisamment d'essence et alors le moteur il commence à prendre les tours. Donc vous avez un trou et ensuite le moteur commence à reprendre. Pour éviter ça, eh ben on utilise la pompe de reprise qui envoie massivement du carburant. Alors messieurs, ça c'est un point qui est difficile pour beaucoup de gens sur Megasquirt, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Megasquirt qui n'arrivent pas à faire des tunings où quand ils accélèrent un bon coup, et ben qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de trou à l'accélération, hein. Ça c'est un gros problème sur Megasquirt et il faut comprendre. Alors messieurs, hein, si vous comprenez le fonctionnement d'un carburateur, eh bien vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de comprendre le fonctionnement d'une Megasquirt, car le fueling d'une Megasquirt ressemble à s'y méprendre à ici à un carburateur Weber. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Un carburateur Weber autrefois faisait fonctionner très très bien le moteur. Une Megasquirt fait exactement la même chose,
mais est beaucoup plus fiable, beaucoup plus précise et beaucoup plus facile à régler. Parce que messieurs, là, quand c'est le bordel et que ça marche pas, il faut tout démonter, il faut galérer pendant des heures, il faut tout nettoyer, il faut changer les gicleurs, il faut tout magouiller et tout ce qui s'ensuit, c'est un boulot de dingue. Hein. Tandis que sur une Megasquirt, on branche le câble USB, on allume le PC et on fait quelques clics, c'est terminé. Ok ? Donc vive le modernisme, vive les gestions moteurs programmables, ces trucs-là, hein, vous faites ce que vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt sur un véhicule moderne, absolument aucun. Tous les mecs qui font du fun sur YouTube en mettant des Weber sur tout et n'importe quoi, c'est juste pour le buzz, hein. Voilà. Alors un point que j'ai pas encore discuté avec vous, à quoi ça sert les Venturi ici? Alors à quoi ça sert les Venturi ici et pourquoi est-ce qu'ils sont interchangeables? Ok. Je vais te l'ouvrir un petit peu plus histoire qu'on y voit au travers. Alors, à quoi sert ce Venturi? Celui-ci, on sait déjà pourquoi. Parce que quand l'air passe au travers, ça crée une dépression et ça aspire le carburant dans le carburateur. Et ça envoie le carburant à travers le Venturi pour le vaporiser. Ok? Donc maintenant, à quoi sert le deuxième Venturi ici? Le deuxième Venturi ici sert à créer une vitesse de passage de l'air élevée. Parce que plus l'air passe vite ici, plus la dépression est forte et plus le carburant est aspiré. Alors dans la vidéo d'Arbracam, messieurs, où j'ai parlé du remplissage, je vous ai dit que l'admission, ça influait sur le comportement du moteur. Hein, on a parlé des moteurs à cave, ok, et je vous ai expliqué que tout ça, le diamètre des conduits et la longueur des conduits, ça influait sur le fonctionnement du moteur. Et bien le carburateur Weber ne fait pas exception, messieurs, ne fait pas exception. Ces diffuseurs-là, hein, ce Venturi secondaire, il y en existe plusieurs versions, on peut même les tuner et les préparer. Le Venturi principal ici, il en existe de plusieurs diamètres, hein. Il y en a qui sont plus petits, plus gros. Alors quel sera l'effet du Venturi secondaire? Je ne sais pas. Mais le Venturi principal, messieurs, donc le grand, la Venturi, la bosse que l'on voit à l'intérieur, là, hein. Si vous voyez la bosse que l'on voit à l'intérieur, je vais rapidement vous mettre une image là. Alors sur l'image, vous voyez Venturi principal, Venturi secondaire. Alors le Venturi principal, il en existe de plusieurs diamètres. Plus il est petit, et plus ça favorisera les régimes moyens et le couple. Donc si vous voulez un moteur coupleux qui est agréable à rouler, vous mettez un Venturi assez fermé ici. Et si vous voulez un moteur de course qui a toute la patate à haut régime, et ben vous prenez le Venturi là et vous le mettez le plus gros possible. La voiture elle marchera pas très bien à bas régime, elle aura rien dans le sac. Et par contre elle aura le maximum de flux d'air à haut régime pour pouvoir faire le maximum de puissance à haut régime. Donc messieurs, toutes ces choses là c'est très très important sur les carburateurs Weber. Alors donc vous voyez dans quel état c'est, hein. C'est tout ça là au fond. On va voir la cochonnerie. Alors je vais juste vous montrer, je vais rater 2 secondes. Alors vous voyez là, ça. Alors ça, messieurs, hein, c'est pas compliqué. Hein. Dans tous les carburateurs, il y en a. Hein. C'est de la cochonnerie totale. Hein. Et au bout d'un certain temps, eh ben, quand les caisses commencent à plus marcher, le seul moyen de faire en sorte qu'elles marchent de nouveau, c'est de démonter totalement le carburateur, de le nettoyer de A à Z, de vérifier que tous les circuits sont pas bouchés, de tout nettoyer correctement, et de remonter le carburateur, et de lui faire un nouveau réglage. Alors, je vous raconte pas le temps que ça prend, le prix que ça coûte, et c'est une belle galère, hein. C'est une belle galère, hein. Pourquoi vous croyez que j'ai abandonné les carburateurs? Donc comment régler un carburateur? Datalog, messieurs. Faites un datalog du lambda, de la vitesse de rotation et de la position du papillon des gaz, et vous arriverez à régler un carburateur. Ça marche même sur les mobylettes. Les mobylettes, c'est la même chose. Hein. Mettez une sonde lambda dans le pot de la mob, et arrêtez de regarder la couleur chocolat des bougies, ça sert à rien. Bon petit bricolage hein, pour avoir un PC vite fait dans l'atelier. Pour pouvoir voir les réglages Megasquirt. Hein. On va regarder comparaison entre une Megasquirt et un carburateur Weber. On va commencer par le circuit principal. Quand vous tunez une Megasquirt, et ben quand vous voulez tuner le fueling, et ben vous allez tuner la VE table 1. Donc toutes les cases de la VE table 1, vous les avez là.
hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec la VE table 1? Eh bien, la VE table 1 va gérer tout ce qui est transition, enfin, moitié de la transition et le carburant principal. Hein. Le carburant principal, ce sera cette table qui va le gérer, donc la VE table. Ensuite, le circuit de ralenti. Eh ben, vous allez dans Idle Control. Hein. Eh ben, dans Idle Control, selon ce que vous avez hein, dans Idle Control, eh ben, vous aurez les réglages du ralenti qui va enrichir le ralenti et qui va contrôler le ralenti. Dans le starter, eh ben, vous avez ici warm-up enrichissement, after start enrichissement, priming pulse, cranking pulse. Et ben priming pulse, cranking pulse, et ben c'est quand je vous ai dit les mecs ils viennent avec une poire et ils pressent un grand coup d'essence dans les conduits pour pouvoir démarrer le dragster. Et ben ça c'est par exemple la priming pulse. Priming pulse, vous appuyez un grand coup sur la poire pour injecter du carburant dans les conduits. Et ben ça priming pulse, ça envoie une grosse pulsation d'essence dans les conduits pour pouvoir mouiller le machin pour que ça démarre bien à froid. After start enrichissement, eh ben c'est l'enrichissement comme le circuit de starter. Hein. Ça enrichit le mélange pendant un certain temps. Et vous devez jouer avec tous ces réglages pour que votre départ à froid fonctionne correctement. Voilà. Donc, on a vu le circuit principal. Le circuit principal et le départ à froid. Alors, l'accel enrichissement, time based accel enrichissement. Voilà. Voilà, on a le time based accel enrichissement, et bien là vous avez des enrichissements qui vous permettent, en fonction de l'accélération du TPS, donc quand vous donnez des coups de gaz, et bien ça va enrichir le mélange et vous avez tout un tas de settings pour pouvoir faire en sorte que le moteur fonctionne sur les coups de gaz. Donc ça sera l'équivalent de votre pompe de reprise. D'ailleurs sur certains firmware, ils avaient fait appeler ça Axle Pump, un truc dans ce coup-là. Je sais plus. Dans certains firmware, et ça a évolué au fur et à mesure, ils ont amélioré ça hein, de façon nickel. Et quand vous voulez ne pas avoir de trou à l'accélération, c'est ces settings-là qu'il faut que vous vous occupiez. Maintenant, on a parlé de trou à l'accélération là tout à l'heure. Donc quand vous appuyez sur la pédale des gaz, et ben vous avez du trou à l'accélération. Pourquoi est-ce que vous avez du trou à l'accélération? Alors ça, messieurs, c'est un papillon des gaz de MX5, ok? Alors messieurs, le flux d'air entre là et là, on a des variations dans le flux d'air. Mais à partir de ce moment-là, le flux d'air est déjà quasiment maximum. Donc entre là et là, il n'y a quasiment pas de différence au niveau du flux d'air. Donc messieurs, quand vous êtes en train de tuner et que vous avez une gestion qui est tunée avec un pression régime et que vous ouvrez le papillon, même légèrement, et bien sur la VE table de 30 kPa à la moindre ouverture du papillon, un peu brutale, vous allez tout de suite aller à 100. Donc ça va faire 45, 50, 100, bam. Et c'est pour ça que vous aurez des trous à l'accélération, parce qu'avec un papillon régime, eh ben vous n'aurez pas de sensibilité sur l'accélérateur. Donc quelle est la solution? Eh bien il faut faire, avec un pression régime, vous n'aurez pas de sensibilité sur l'accélérateur avec des gros papillons. Ça marchera bien si les papillons sont petits. Donc si vous avez une Golf GTI par exemple, qui a un double papillon, un grand et un petit, donc le petit papillon s'ouvre pour les petites accélérations, et quand vous êtes aux 2/3 de l'accélérateur, le gros papillon se met à s'ouvrir à fond, et ben ça c'est très très bon pour le flux d'air, parce que le petit papillon va bien gérer les petits flux d'air, donc on aura la table qui sera très très bonne sur les petits flux d'air, et ensuite, et ben, quand on accélère à plein pot, bam, et ben on va avoir le plein pot qui débarque. Donc en gros, quand vous avez un pression régime avec un trop gros papillon des gaz, vous n'arriverez pas à régler correctement la transition entre le ralenti et l'accélération. Vous aurez des trous continuels. Il y a des méthodes pour pouvoir améliorer ça. Eh ben, les méthodes, c'est de travailler sur le débattement de la pédale d'accélérateur. Donc vous faites une pédale qui a beaucoup de débattement, mais peu d'effet sur le papillon.
Donc en fait, quand vous appuyez des coups sur l'accélérateur, et ben vous aurez le papillon qui va bouger très peu. Et ensuite, il faudra vraiment que vous appuyez à fond pour qu'il s'ouvre vraiment en grand. Ça, c'est une solution. Ensuite, une autre solution pour les trous à l'accélération. Ici, au lieu de faire un pression régime, vous faites un papillon régime. Et après, vous le faites un papillon régime. Et dans Basic and Load Setting, General Setting, et ben là, vous utilisez deux algorithmes. Donc un mélange entre un papillon régime et un pression régime en deuxième algorithme pour pouvoir faire des choses qui sont douces sur les transitions d'accélérateur et qui ont quand même la pression régime pour pouvoir avoir un papillon une réactivité correcte du papillon et un fueling correct. Maintenant, il y a encore un troisième point. Alors voilà, la dernière solution que l'on peut avoir quand on a un moteur qui a des trous à l'accélération, et ben dans Fuel Setting, on a où est-ce qu'elle est de nouveau, Injector Timing Table. Alors messieurs, avec ça, avec l'injector timing table, on peut faire en sorte que le carburant soit injecté par l'injecteur très très tôt dans le conduit d'admission. Mais attention, c'est uniquement pour les montages séquentiels et semi-séquentiels. Donc où on peut phaser l'injection avec le moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on peut phaser l'injection avec sur chaque cylindre, eh bien on peut, par exemple, si vous avez une transition entre le moment où vous êtes au ralenti et où vous donnez des coups de gaz, et vous avez des gros trous qui se produisent, eh bien vous injectez le carburant plus tôt. Pour qu'on ait un petit peu plus d'avance au niveau de l'injection du carburant, pour être sûr qu'il y en a qui rentrent dans le moteur lors des gros coups de gaz. Voilà, injector timing. Et ça c'est uniquement sur les semi-séquentiels et les séquentiels. Donc messieurs, semi-séquentiel, séquentiel, vous pouvez régler au doigt et à l'œil le moment d'injection. Et donc ça fera des grosses améliorations sur les trous à l'accélération. Donc voilà. Alors, on a vu donc maintenant le fueling basique sur Megasquirt. Donc messieurs, je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas vraiment de port USB sur les carburateurs. Donc espérez pas régler ça de façon tranquille avec quelques clics de souris comme là-bas. Voilà, donc en gros, je viens de vous expliquer basiquement comment fonctionne un carburateur et le fueling d'un carburateur Weber et la différence avec une Megasquirt. Donc grosse galère, quelques clics. Grosse galère, quelques clics. Donc je sais pas pour vous les gars, mais n'hésitez pas, mettez pas ça sur vos voitures. C'est bien sur des anciennes. C'est bien sûr des anciennes parce que voilà, vous êtes obligé, c'est votre réglementation de compétition, elle est comme ça, vous devez faire à l'ancienne avec les carbus, ben, vous êtes obligé de dealer avec ça. Il y a un truc que je vous ai même pas encore dit, les carburateurs les gars, quand la route est chaotique comme ça, avec le carburateur, la voiture bouge, ben, le volume de cuve là, il bouge, qu'est-ce qui se passe? Et ben ça dézingue tous les réglages du carburateur. En plus là, quand vous êtes en altitude, quand vous êtes en basse altitude, et quand vous montez la montagne sur une course de côte, et que vous êtes en haute altitude, tous les réglages, ils sont flingués. Il y a une certaine compensation, parce que la cuve est mise à l'air. Donc, il y a une compensation de la pression atmosphérique, et donc il y a une certaine compensation. Mais il faut pas rêver, il n'y a pas de miracle. Là, messieurs, Math Air Density Table. Alors ici, cette courbe, n'y touchez pas si vous savez pas. N'y touchez surtout pas. Mais grâce à cette courbe-là, vous pouvez compenser en fonction de la température. Parce que la température, même la température d'air influe sur le réglage du carburateur. Si l'air est chaud ou froid, c'est pas le même réglage du carburateur. Là, en fonction de la température de l'air d'admission, grâce à la sonde de température d'air d'admission, on règle automatiquement la carburation. On règle le fueling. Barométrique correction, messieurs. Ça vous permet de faire une gestion moteur pour faire de la course de côte, par exemple, où vous allez compenser la quantité de carburant qui est injectée en fonction de la pression atmosphérique. Barométrique correction, les gars. Ça, c'est... Une gestion moteur programmable, c'est compliqué. Mais ça fait tellement de choses tip-top pour vous, dans le milieu du tuning.
que vous pouvez pas me dire que ce truc-là c'est meilleur. Ça n'existe pas. C'est dans les rêves de certains, mais c'est pas la réalité, je suis désolé. Hein. Gestion moteur programmable, c'est 100% supérieur à n'importe quel carburateur. Vous pensez de ce que vous voulez sur la question. Moi j'ai abandonné les carburateurs depuis très longtemps, hein, parce que j'en ai marre de bosser sur ces trucs-là. Voilà. Alors messieurs, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, je vais pas repasser face cam, on a démonté le carburateur Weber, on a regardé toutes ces cochonneries, je vous ai même parlé du débit d'air, des papillons des gaz, en fonction de leur ouverture. Donc les gars, quand on ouvre un petit peu, il y a le flux d'air qui varie, et dès qu'on ouvre à un tiers, eh ben on est déjà presque à flux d'air maximum. Vous le voyez, hein, vous regardez sur votre voiture, si vous avez une méga squirt, hein, ben quand vous accélérez à un tiers, eh ben vous avez déjà la pression du collecteur d'admission qui tombe à 100, hein, 100 kPa, c'est la pression atmosphérique, ça veut dire qu'à un tiers d'accélération, le flux d'air est quasi total. Hein. Donc comment vous voulez régler une caisse correctement avec ça? Vous pouvez pas, hein. Vous pouvez que si le papillon a une taille raisonnable, et alors là ça fonctionne. Si le papillon est grand, et ben les mecs qui mettent des gros papillons 90 mm là sur toutes les caisses, qui disent ouais c'est le top, ça marchait mieux, et ben vous avez tous des trous à l'accélération, vous comprenez pas pourquoi. Voilà, ça c'est une des raisons. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, elle est longue, hein. Comme toutes les vidéos techniques, hein, c'est la technologie, il faut du temps pour l'expliquer, hein. Il faut du temps, hein. J'espère que ça vous a plu, hein. Moi je veux pas toucher à ces trucs là. Messieurs, si quelqu'un veut ces deux carburateurs Weber là, qu'il paye les frais de port, je lui expédie gratos 200 balles de carbu. Vous vous débrouillez avec, hein. Ils sont dans leur jus, hein. Vous voyez bien dans quel état ils sont. Hein. 200 balles de carbu, je vous file tout, la pipe, les deux carbus, les entretoises, tout, la totale. Gratos, pour celui qui les veut, qui me met un message dans la description, il paye les frais d'expédition et je lui envoie les carburateurs gratos. Allez messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous surtout, hein, ça me permet de vous faire plein de vidéos. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao, bye bye.